Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que la mémoire individuelle et ou collective et voire nationale, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut toujours avoir à l'esprit ou dans la tête le sens et la signification de la transmission et du partage de cette mémoire. Et pourquoi? Parce que un peuple qui n'a pas de mémoire commune ou consensuelle à transmettre de manière intergénérationnelle, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes drames, aux mêmes tragédies, aux amalgames, au négationnisme, à la guerre des mémoires, à l'oubli. Et n'oublions pas à la repentance. C'est un peuple qui n'a pas d'avenir, puisque le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Donc pour préparer l'avenir ou l'après Sassou Nguesso, il faut certainement avoir à l'esprit qu'est-ce qui s'est passé depuis que le despote Denis Sassou Nguesso est là, contre nous, peuple congolais, contre notre pays. Bien entendu, Sassou Nguesso a eu des complices. Historiquement, hein, il y a eu des complices qui l'ont servi jusqu'à ce qu'il soit aujourd'hui. Sont ces gens-là qui sont dans l'ombre. Ils sont parmi nous. Parce que Sassou n'est pas seul. Donc il faut dénoncer ça. Pour clarifier les débats déjà citoyens, intellectuels, politiques et existentiels. Parce que Sassou, depuis, n'a cessé de porter le déclassement socio-professionnel à tout le monde, ou presque dans ce pays. L'exil forcé, souvent sans passeport, pour beaucoup de Congolais. La case prison à la chaîne, d'où les prisonniers politiques, les assassinats ciblés et ou de masse. Vous le savez que le despote Denis Sassou Nguesso est le plus grand criminel France-Afrique de tous les temps. Et c'est l'histoire. C'est les intellectuels. Ce sont les intellectuels. C'est les victimes. C'est les politiciens intellectuels de demain qui rendront compte de cette histoire par les journées des devoirs et des mémoires, etc., etc., en se rendant compte que, ah tiens, on avait vraiment quelqu'un qui était venu nous faire du mal. Mais il n'était pas seul. Il y a des gens qui l'ont amené Sassou Nguesso avec lui, il continue à jouer le double jeu là. Et nous ne voyons que du feu. D'où l'intérêt de clarifier les débats pour savoir qui est qui. Parce que si vous ne savez pas qui est qui, vous pouvez vous retrouver avec votre ancien bourreau. Et qui, à tout instant, peut devenir aussi la victime. Puisque le cycle de vie bourreau-victime est réversible. D'où l'intérêt de la transmission de la mémoire. Il faut partager tout ce qui s'est passé. Pour que les uns des autres puissent déjà savoir qui est qui. Pour éviter d'autres drames, d'autres tragédies, d'autres humiliations, etc. de la prestation qui se dessine. Pour ce faire, je vais commencer déjà par le passé. Alors, le saviez-vous que le 11 novembre de chaque année en France et le 10 juin chez nous au Congo de 1991 ont des points communs. Vous le savez que le 11 novembre de chaque année ici en France, c'est la journée de l'amnistie. En fait, ce fut la journée de la fin de la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918. Elle avait pris fin le 11 novembre 1918 et transformée plus tard en journée de l'amnistie internationale.
savez que c'est les Occidentaux, ils peuvent tout transformer. Hein. Et en journée internationale, ça va vite, c'est eux, puisque c'est eux qui commandent le monde en ce moment, l'ordre mondial occidental. Donc ils peuvent tout transformer, tous les événements en journée, voilà, comme vous voyez déjà. Alors, quels sont les points communs entre le 11 novembre de chaque année ici en France et le 10 juin de 1991 chez nous au Congo? J'en ai sélectionné pour vous 3 points communs et que je vais ici nourrir le débat. Le premier point commun entre le 11 novembre, célébré ici en France comme journée de l'amnistie internationale, et nous, le 10 juin, et qui est maintenant célébré par une minorité d'individus. Parce que le 10 juin 1991, ce fut la fin de la conférence nationale souveraine, souvenez-vous. Et donc, ces deux dates-là ont des points communs. Parce que, pourquoi? Parce que le premier point, c'est, sur 3, c'est que les mêmes causes créent toujours les mêmes effets. Les mêmes causes créent toujours les mêmes effets. On est dans le monde des causes et des conséquences, étudié en physique quantique. 2. Celui qui blesse ou tue peut oublier, mais celui qui porte les cicatrices et ou le deuil n'oubliera jamais, tant que justice n'est pas rendue. Donc vous passez par les lavements de mains, l'amnistie, etc. Ça ne va pas aller souvent loin. Donc tant que la justice n'est pas rendue. Troisième point, surtout important, c'est que si les mêmes causes créent les mêmes effets, c'est parce que l'histoire a tendance à se répéter. Elle s'est répétée historiquement depuis la nuit des temps. Explication. D'abord, du côté du 11 novembre, célébré chaque année ici en France comme journée internationale de l'amnistie. Donc en fait, cette journée fut la date de la fin de la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918, où les Français qui étaient attaqués par l'Allemagne avaient gagné la guerre grâce à la coalition de plusieurs pays du monde, dont on parle chez nous africains, les tirailleurs sénégalais, africains et tout compagnie. Et donc beaucoup de gens venus du monde, du sud global, étaient venus se battre pour libérer la France. On en connaît, les dégâts occasionnés. Mais ce 11 novembre-là a toute autre signification. Parce que le 11 novembre 1918, certes, ce fut la journée de l'amnistie. L'Allemagne avait perdu la guerre. Mais la France était vraiment en force. Donc il voulait régler ses comptes avec l'Allemagne. Contre l'Allemagne. Puisque c'est journée de l'amnistie. Mais pourquoi encore régler les comptes après? Non. Ce qui s'est passé en 1922. C'est-à-dire 4 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, il s'est passé quelque chose qu'on appelle la Société des Nations. Ici, pas loin d'ici, à Versailles, dans les Yvelines, une banlieue de la région parisienne. La ville de Versailles, s'est passé la conférence, ce qu'on appelait la Société des Nations. Et c'est pendant la Société des Nations qu'on va régler le sort de l'Allemagne vaincue. Déjà, on a vu déjà là les prémices de la montée en puissance des États-Unis et par translation des anglo-saxons. Et c'est pour cela que le français, qui fut depuis le XVIIIe siècle
la langue des traités internationaux, parce que tous les traités internationaux, comme l'ONU aujourd'hui, étaient toujours rédigés en français, du XVIIIe siècle jusqu'en 1922. Et ce n'est qu'en 1922 que la France va perdre ce rang-là. Le français va perdre le rang de la langue des traités internationaux. Donc, il va être remplacé par l'anglais. Et depuis 1922, tous les traités internationaux sont toujours rédigés en anglais. On doit qu'ils parlent en anglais. Et voilà pour l'histoire de l'ONU et de tous ces traités. Bon, ce n'est pas tout. L'Allemagne, bon, il y avait des mesures contre l'Allemagne, hein, surtout au niveau de la dette qu'il devait payer, et puis les mesures comme au niveau de ses armées. Bref, pendant la Société des Nations, là, la France avait humilié grave l'Allemagne. Avait humilié grave l'Allemagne. Donc vous connaissez les mesures de la Société des Nations, hein, surtout au niveau des armées allemandes. Voilà, l'Allemagne n'avait plus d'armée. Et donc là, il va se passer quelque chose. C'est-à-dire, il y a un caporal-chef qui s'appelait Adolf Hitler. Après plusieurs tentatives de coup d'État, entre 1922 à 1927-8, bon, il n'a pas réussi. Bon, il a fait la prison. Il a fait la prison. Là, il va écrire son livre, Mein Kampf, tout ça. Bon, bref. Et donc, c'est là qu'en 1933, il revient au pouvoir. Et 7 ans plus tard, c'est-à-dire en juin 1940, il allait régler ses comptes à la France. C'est la débâcle de juin 1940, où la France fut occupée. Et le régime de Vichy, vous les connaissez avec la collaboration et autres qu'on connaît, les conséquences sont là. Donc, au lieu de traiter cette histoire-là par l'amnistie ou par l'humiliation, et pour Pampopa aurait peut-être trouvé autre chose. Sinon, on aurait déjà évité la Deuxième Guerre mondiale. Mais quoique, en 1929, il y avait déjà la crise économique mondiale de Jeudi Noir de 1929. Bon, cette crise-là fut quand même le facteur déterminant de la montée au pouvoir en Europe des régimes totalitaires et leur agression. Et donc, on a vu Hitler, Mussolini, Franco et tout compagnie. Vous avez tout compris? Très bien. Donc là, pour les petites histoires de cette histoire. Donc, le futur, c'est justement le passé et le présent que nous ignorons. Maintenant, aujourd'hui, depuis 1945, on ne sait plus quel est le sens et la signification de cette journée d'amnistie qui, en Allemagne, bon, c'est international, transformer ça en journée internationale. Très bien, mais pour l'Allemagne, bon, ben, vous voyez déjà, donc toute l'histoire s'écrit toujours du côté des vainqueurs. Bon, très bien. Bon, voilà pour la petite histoire du côté allemand. Allons maintenant voir de notre côté, c'est-à-dire de nous, peuple congolais. Souvenez-vous, après la conférence ou le sommet de la Baule de juin 1990, Mitterrand avait imposé à ses sous-préfets d'organiser ce qu'on appelle le multipartisme. Donc la tendance était la démocratie, les Africains, dès que vous lancez ça, c'était parti. En 1990, après la conférence le sommet de la Baule, donc on devait aller vers le multipartisme. Il y a eu certains pays qui ont résisté de la France-Afrique, d'autres ont cédé et autres. Mais en réalité, l'avènement du multipartisme avait double enjeu pour Mitterrand et ou la France-Afrique. Le premier enjeu, c'était accompagner cette dynamique de la fin de la guerre froide. Puisque là, on voyait l'hégémonie américaine dès la fin de la guerre froide, de la chute du mur de Berlin en décembre 1989. Et donc là, il va avoir cette tendance-là globale. Donc il y avait vraiment la soif de se libérer, surtout en zone France-Afrique qui était étouffée depuis les pseudo-indépendances des années 1960. Et donc là, la soif, c'était vraiment la vague du multipartisme et tout ça là, voilà. Donc, et bon, Mitterrand, le premier enjeu Mitterrand, c'était vraiment accompagner cette dynamique parce que les pays d'Afrique francophone étaient étouffés, donc il faut libérer un peu la vague, la libérer. Mais derrière, on ne savait pas l'autre enjeu, puisque avec la réunification de l'Allemagne, la France allait déjà commencer à avoir des soucis
au niveau macroéconomique. Et donc, il fallait dévaluer le fonds CFA et permettre... voilà, donc le fonds CFA va être dévalué par le gouvernement de Balladur à la cohabitation en 1994, mais en attendant, avant. Donc, c'était pour diviser, pour mieux pétiner. Donc, on a divisé les Africains par soit démocratie, tout ça, ils se chamanaient entre eux. Maintenant, en même temps, on préparait la dévaluation du fonds CFA. Mais dans notre pays, dès 1991, bon, il va se passer ce qu'on appelait la conférence nationale souveraine du février jusqu'au 10 juin 1991. Et donc le climat sociopolitique de l'époque était de type insurrectionnel. C'est-à-dire, bon, on en a marre de ces pouvoirs des chachos, ça c'est un. Deux, ces pouvoirs des nordistes, le PCT, il y avait trois étyptiques, chachos dégage, le PCT et ces nordistes-là. C'était comme ça la tendance, hein. C'était vraiment chaud, hein. Je vous dis sincèrement, d'un point de vue historique, on sortait ça, parce que, bon, on accompagnait nous qui étaient les nordistes qui avaient étudié les GC à la fac des sciences. Et 91, là, j'enseigne au lycée d'Ampourouge, là, dans ces chaminades. Bon, les classes de première terminale, comme je vous ai expliqué plusieurs fois, mais c'était vraiment chaud, hein. Donc nous, on était là, voilà. Même à Alfredo, on a un gars DG des, des douanes qui on a volé son magot, c'était mon voisin, hein. Voilà, ils me connaissent, attends, voilà. Donc, on voyait la tendance amicale là-bas, c'était chaud, on dirait, le Congo va prendre les pouvoirs et autres. Donc c'était vraiment la tendance comme ça. Donc, mais il y a eu quand même des régulateurs, hein, des régulateurs comme les Kodiakala et Dr Kodiakala et Maître Modeleno Massengo. Bon, ben, donc ils ont joué la temporisation, qu'on y avait l'espoir, quoi. On pouvait vraiment avoir la, voilà. Donc il y a eu aussi beaucoup de bon, la libération de Yobio Pango après 11 ans de prison. Il y a eu beaucoup de choses comme ça qui sont passées. Mais le climat était pré-insurrectionnel. Donc on a dit des gens venus de la diaspora congolais de fond de Paris. Ils viennent parler bien sapé, ils parlaient l'air foncé là, Dieu, non, 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 on n'était pas complexé. Moi, je te dis à niveau de bac plus 3, hein, je suis au lycée, hein, donc je ne suis pas complexé. Mais ce climat était comme ça, mesdames, messieurs. Et donc pendant cette conférence nationale-là, donc on va s'acharner contre Sassou Nguesso. Ah mon Dieu, ces crimes et tout compagnie. Le PCT et autres. Et tous les transferts du PCT, d'un point de vue ethnique ou géopolitique, ils ont fui le PCT, ils sont allés, c'est parti parfois ethnique, tribal ou même géopolitique. Et d'autres voyaient les tendances, les opportunistes et autres. Donc c'était le chamboulement total. Donc les gars là vont se chamailler pendant la conférence nationale. Et c'était vraiment, d'un point de vue historique, bon, je ne pourrais pas répondre à ça. Parce que on ne peut pas aller tout déballer comme ça et après venir faire lavement de mains. Moi, j'ai trouvé ça bizarre. Par exemple, il y a eu des corruptions, il y a eu beaucoup de choses derrière. Comment au 10 juin, on lavement des mains? Oh, mais c'est quoi cette affaire-là? On va laver les mains? C'est pas possible. Ben oui, on lave les mains. Chassou a dit, j'assume. Mais vous savez qu'en matière de droit, si tu assumes, c'est que c'est un aveu. Ça, c'est la première étape. Quelqu'un qui assume. Quand quelqu'un dit j'assume, j'assume, c'est déjà un aveu. Maintenant, il faut passer au droit. Le droit doit maintenant passer. Après le droit viendra ce qu'on appelle lavement de main ou le mbongi, tout ce que nous faisons. Parce que ça va avec la réparation, la transmission, les devoirs, de tout ça. On passe par j'assume. Ok, tu vas maintenant au droit. Et au droit, après le droit, justice, et on passe à la transmission des voix des moments. Mais là, on a résumé tout en un seul mot, j'assume. Ça soit accepté, ça, c'est la paix, la paix, la paix, la paix. C'est que Mathias Dion, les caméléons, appellent aujourd'hui la transition politique non conflictuelle, oui, apaisée. Mais apaiser quoi? Est-ce que vous allez apaiser l'âme de ceux et celles qui, historiquement, depuis que Sassou Nguesso est là, n'a cessé de tuer, massacrer tout au Congo, qui, depuis le coup d'État, justice n'a jamais été rendue, etc. Vous allez apaiser quoi?
Mais voilà. Alors que ce pays est une bombe à retardement, un volcan dormant. Et donc là, en 1991, 10 juin, l'avènement, les gens qui pensaient déjà avoir leur poste, ils devenaient certains ministres, des titres de renommée ambassadeurs, consuls et tout comme ça. Ils étaient contents. Hein. Et donc les autres pensaient déjà au présidentiel de 1992, de juillet 1992, ça s'est allé très très vite, comme si on se précipitait. C'est pas possible. Avec tout ce qu'on a subi, comme disait le défunt ministre de l'économie et des finances, Jean-Luc Maleka, il dit, aïe, Isidore, oh, c'était vraiment vite. Hein. C'était comme on se précipitait. Comme il y avait tout. Oh, oui, oui, on suivait là, on suivait les acquis. Bon, jusqu'aux élections, ils sont passés. Et après, boum, vous avez eu la suite à la connaître. Donc, on lave les mains et Sassou Nguesso passe dans les mailles du filet. Les criminels sont passés dans la maille du filet, les transfuges et tout compagnie. On voit bien que ça produit. Puisque, après les lavements de mains, Sassou commence à saboter ou perturber Sassou et les réseaux France Afrique commençaient à perturber la transition de faire Premier ministre André Milongo, paix à son âme, avec toute son équipe là. C'est le seul moment que nous avions eu dans ce pays. Un gouvernement, un pouvoir, qu'on pouvait se rendre compte que, même à l'extérieur, on se dit, ah oui, il y a l'espoir. Mais c'est là, il a été perturbé. 1992, dès que Lissouba prend le pouvoir, jusqu'en 97, les transferts du PCT là-bas, et tous ces erreurs, parce que ça, il faut se dire que Pascal Lissouba, malgré son niveau intellectuel, comment il a manqué de tchatch et de stratégie, comme disait dans Songi Songi de Tony Modilo, qui disait Lissouba manquait de tchatch, parce qu'il y a eu deux causes de sa chute. La cause déjà endogène, les causes endogènes et exogènes. Endogène, déjà, elle savait bien que à la conférence nationale, on avait vomi Sassou Nguesso. Mais quelle mousse l'avait piqué pour aller s'associer avec Sassou Nguesso pour gagner les présidentielles? Parce que lui, il pensait qu'il avait peur qu'on est là. Voilà. Donc, c'était plus les enjeux d'intérêt général, puisqu'on a dit vomi Sassou Nguesso. Mais pourquoi vous avez, comme si les nordistes appartiennent à autre. Mais historiquement, je vous dis sincèrement, dans la composition sociopolitique du Congo à l'époque, ce qui faisait peur, c'était les poules, à cause de Bernard Kolela. Les poules faisaient peur aux nordistes, en fait. Les poules, là, avec Diable et Noir et tout comme ça. Moi, j'ai fait la fac des sciences, j'étais qu'avec les Bakongo là-bas, dans le Malkélé. Et voilà, j'étais mon milieu là-bas. Hein. J'étais que là-bas, hein, avec les Larry là. Donc, c'était mon milieu. Ils connaissent ça là-bas. C'est pourquoi j'ai beaucoup de fans chez les Larry Congo, parce que c'était mon milieu. Bon, bref. Donc, du point de vue du climat sociopolitique de l'époque, les gens avaient peur grave des Larry. Et donc, on disait, du poule, hein. Et donc, on disait que comment on appelle ça? Les Nibolèques actuels, c'était comme les alliés. Parce qu'on disait, tous les gens de la Bouenza, de la Likumu, du Nyari, du Kwilu sont doux. Donc, on disait, au nordiste, on disait ça. Donc, quand Sassou va s'allier avec les Nibolèques actuels, donc c'est un soulagement. Ah ben oui, on va enfin gagner contre le poule qui est tout, très chaud, très chaud, très chaud. Or, bon, vous savez, ce qui s'est passé après, c'est plus ça. On a d'ailleurs vu à partir de 1980, début 93, le poule était isolé au niveau sociopolitique de tout le pays. Hein. Maintenant, à partir des bombardements des quartiers sud de Brazzaville, Bakongo, par le régime de Lissouba, à ce moment-là, j'ai vu ici dans la diaspora, hein, on voit tous les gars du pôle là, venaient maintenant vers les nordistes. On était, c'est vraiment, je dis, quand on voit les tendances, quoi. Donc, les Nibolèques étaient maintenant un peu isolés. Donc, les causes endogènes font partie de ça, c'est-à-dire, non pas obtempérer aux acquis de la conférence nationale, c'est-à-dire la garde républicaine, respecter tous les acquis. Hein. Donc, ils avaient écrit des acquis là, qui sont là. Mais Lissouba ne va pas faire confiance aux armées, il ne va pas faire confiance à tous ceux. Il a bien raison, puisqu'on a sorti des trucs. Mais au niveau endogène,
C'est qu'il est allé s'associer avec les, 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 il était allé s'associer avec les, comment on appelle, les, le régime avec les Sasso. Et deux, il est allé créer les milices. Et trois, bombarder les quartiers sud de Brazzaville. Et tout ça, c'était plus bien. Hein. Donc, ça a tout chamboulé. Ça a créé un climat de méfiance et de défiance envers le régime des Lissouba. Entre le Poul et les Nord, contre les Nibolek, ils ont créé la création du Nibolek. Maintenant, au niveau cause exogène. Exogène, on peut prendre déjà la France-Afrique. Parce que la France-Afrique avait financé la campagne de Pascal Lissouba. Il croyait que, bon, ben, c'est un. Voilà. Mais il avait choisi le peuple, mais sans stratégie. Donc, surtout au niveau périphérique, avec le Gabon, l'Angola et la RDC. On a expliqué ça dans le truc de Songi de Tony Moudilo de septembre ou autre, 1998. Donc, c'était très bien expliqué. Donc, voilà les trucs qu'on va faire. Donc, Sassou Nguesso va saboter le pouvoir de l'Issouba. Comme le disait le député de Godillot de Sassou Nguesso, qu'on appelle Aimé, il devait moyer. Il a dit que vraiment c'était feu de caviar. Donc les gens ont dit, ah oui, tout ça, on va laisser Sassou et autres. Donc il y avait vraiment un genre de chamboulement. Dès 1994 jusqu'en 1997, c'était vraiment un chamboulement. Le pouvoir de l'Issouba, même s'il avait gagné les élections anticipées de 1994, ou je sais pas, oui, voilà, mais législatives, mais il était en nom double, quoi. Donc voilà, donc c'est pas les gens, parce qu'il a gagné les élections, les gens vont là pour avoir le pouvoir, là où il y a la tendance, hein. Mais c'était pas la base. C'est-à-dire, les gens avec l'esprit les convictions et tout compagnie. Les gens partaient pour le pouvoir et simplement pour gagner l'argent et vivre voilà, l'air. Il n'y avait pas de gens. Donc, dès que ça a commencé à péter, et beaucoup en ont fui, beaucoup de transfusent. Parce que déjà, le pouvoir des Souba a été infiltré. Hein. On en connaît. Hein. Déjà, ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, et aussi, surtout, les ministres des Affaires étrangères. Et qu'ils ont été vraiment du pain béni du caviar pour Sassou Nguesso qui pouvaient voyager, passer par là, et donc pour préparer le coup d'État. Donc le coup d'État là, avant, c'est-à-dire au niveau endogène, déjà, Mathias Ndion, au départ, bon, ben, on dit les Bangangolo, on dit que ce sont des Teke et autres, ben, Mathias Ndion avait choisi l'Issouba pendant la transition. Donc c'est pourquoi il commençait à mettre des coups bas et coups tordus. Même Malika m'avait expliqué ça. Comme, je me dis, mais attends, Mathias Ndion commence à faire et tout. Il avait expliqué Mathias Ndion, l'histoire de Mathias Ndion. Bon, c'était bien pour lui. Bon, après, bon, ben, quand l'Issouba gagne le pouvoir, bon, ben, il n'a plus de... il devait être ministre des Finances de l'Issouba. Mais l'Issouba va nommer Clément Mamba. Et donc, John va être en colère et attends, il réjouit Sassou Nguesso. Donc, ça ne change pas énorme, hein, ou comment on dit, il y a des proverbes comme ça. Hein. Mais je suis d'accord, de toute façon, et compagnie. Donc, il est venu par opportunisme. Après, ça n'a pas marché. Bon, ben, il rejoint Sassou Nguesso. Et ce qui est expliqué dans une des vidéos qui est vue à 60 000 vues, que monsieur expliquait que Mathias John était la branche politique le gestionnaire des finances du coup d'État. Il a bien expliqué ça, avec la famille Cellule Magenta et tout compagnie. Donc, Macron, et donc ils vont signer un pacte, et le pacte là qui va être problématique pour nous jusqu'à nos jours. Et donc, c'est ça que je vais vous expliquer d'un point de vue historique. Comme dans un communiqué de presse. Vous savez, c'est communiqué de presse, c'est toujours quoi, pourquoi et vers quoi. Retenez bien, quand vous voyez les journalistes ou à la télé, quand il y a un communiqué de presse, le principe est là. Le principe de la communication, hein, communiquer des presse. Quoi, pourquoi et vers quoi. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi et après quoi. Bon, donc je vais commencer par d'abord quoi. Et après je vais donner pourquoi. D'abord, vous savez que Mathias John joue au caméléon. C'est comme la tortue, hein, tu vois. Il vient, il sort et autres. Si bien que beaucoup de gens disent que depuis déjà 2002, quand il n'est plus ministre de l'économie et des finances de Sassou Nguesso, puisque dès le coup d'État, il était devenu l'argentier de, de Sassou Nguesso, du régime de Sassou Nguesso dès le coup d'État, de 1997 jusqu'à 2002 à peu près. Ok. Et donc là, depuis 2002,
il jouait son jeu jusqu'à 2013-2014. Et donc, comme le disait le monsieur là qui a bien expliqué dans la vidéo, parce que beaucoup de gens connaissent les réseaux de tout ça, et donc ils ont expliqué ça, et c'est là que je vais, à partir de 2008, 2009, 2010, je commence à comprendre un peu le personnage, plus d'autres personnages du nordiste là, parce que la situation, je pensais déjà en 2008, j'ai dit, ah oui, quel nordiste peut-il prendre le pouvoir et réparer tous les mal des stations Guesso là. Donc je pensais comme ça, parce que avec le mal qui se soit fait dans le sud, on disait, ah tiens, si on laisse le pouvoir sur un sudiste, il va certainement revancher, parce qu'on a eu un autorité positivement en 1992-97, on voit bien ce que ça produit, c'était vraiment du mal. Maintenant, on cherche un nordiste qui est vraiment bien et qui peut faire beaucoup de choses. Donc, on était là, on naviguait. Ou, à défaut, un bon sudiste qu'on connaît et qui est bien, qui va... Donc, on était là. Donc, moi, sociopolitiquement, j'étais dans cet état d'esprit-là. Je dis, quel nordiste ou quel sudiste. Et donc, on y pensait comme ça. Donc, moi, j'ai toujours resté ça dans ma tête, puisque depuis le 96 à 97, j'ai été voir les réseaux de Sassou Nguesso, j'ai regardé tout ça, j'ai dit non, 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 ça ne va pas aller loin. Il n'a pas changé. Et donc, j'ai pensé à 1997, c'est-à-dire on parlait de Paul Kaya, je pensais à Paul Kaya, je pensais à le Kololo, Kololo, le ministre, voilà, je pensais à lui. C'est-à-dire, nous sommes les patriotes, quoi. On cherche les gens bien. Donc, comme on n'a rien à... On n'est pas les arrivistes, on est des matières grises. Donc, on sait que s'il y a un pouvoir qui est bon, qui aime les patriotes, il va chercher toi, il y a ton gars. Parce que j'ai enseigné au lycée là-bas au pays. J'ai fait le bac plus 5 ici, environnement, développement durable, c'est tout ce qui est technique pour le pays. Et en plus, de point de vue politique, j'ai dirigé le mouvement de jeunesse étudiante, je suis calé sur ça. Donc on va chercher toute la matière de l'esprit. Donc je pensais comme ça, je ne vais pas aller chercher n'importe quoi, mais en plus j'ai des convictions. Donc à partir de 2010, donc 2008, j'ai navigué en fait comme ça, parce que j'avais zappé, après le coup d'État, j'ai zappé le Congo de 1997 jusqu'à peu près 2008-2009. J'ai zappé le Congo complètement. Je suivais la situation, mais je ne voulais même pas... non, non, même malgré quelques intrusions, via Yatoga au pays, le pouvoir est venu au nord, voilà. Non, c'est pas ça. Je voulais pas. Je les vois, les gars, là, mais... Non, non, je fouillais jusqu'à aujourd'hui. Et donc, Mathias John, je vais le suivre à partir de 2008. Là, il monte un petit peu, surtout après le hold-up électoral de 2009 de Sassou Nguesso. À partir de 2010, on voit les réseaux, Mathias John commence à monter. Et je dis, ah, peut-être lui, c'est voilà. Donc, j'ai analysé. Et quand j'ai été en contact surtout dans Zengamambo, et aussi Congo Liberty, il y avait aussi d'autres sites là qui balançaient le CV de Mathias John. J'ai dit, ah tiens, celui-là, il ne va pas aller loin. Il est perdu, il ne va pas gagner. S'il y a une élection démocratique au Congo, il ne va pas gagner. Je savais bien qu'il y avait une fronde, c'est-à-dire beaucoup, c'est-à-dire là où il y a la haine, parce que viscérale, contre Mathias John, c'est les Nibolek. C'est là-bas, j'ai compris ça dès 2011, 12, 13. Et quand je venais nourrir les débats pour les réseaux Mathias John, ils venaient me charger. Aïe, mais qu'est-ce qu'il fait en France là-bas? Qu'est-ce qui est tout? Bon, j'ai dit, c'est pas de problème. Non, c'est un peu les débats. Et donc là, on a vu la colère qui est là, qui est sous-jacente, en dormance et autant par rapport à ce qui s'est passé. Parce qu'on sait bien que Mathias John fut le financier du coup d'État qui avait tué voilà. Donc il parle comme ça. Et d'ailleurs, les vidéos sont là. Et je suis que la partie émergée de transmettre l'information. Et donc, il y avait un pacte entre eux. Et donc, depuis là, c'est-à-dire, on remarquait qu'à chaque fois que Sassou Nguesso est en difficulté, Mathias John sort comme ça. Et là, il parle de transition non conflictuelle et apaisée. Et donc, j'ai cherché ça, j'ai dit, non mais attends, j'ai vu les réseaux. J'ai dit, ah, Mathias John, c'est comme l'hôpital qui se manque de la charité. Et donc là, c'est entre eux. Mais j'ai dit, mais ces gars-là, vraiment, ils ont déjà une image négative et autre. En plus de ce qui vient de passer en 2021. Et il a été 1%, ça soit donné 1%. Et tout compagnie, il parle tout. Mais attends, j'ai cherché à comprendre pourquoi Mathias John est toujours là, devenu comme un caméléon, comme une tortue. Et à chaque fois, Sassou ne l'attaque pas et autre. Et à ce moment-là, j'ai cherché pourquoi. À ses 77 ans passés, et il vient toujours là, au lieu de se retirer comme d'autres autres, ou d'agir depuis, mais non.
Donc, voici les 3 raisons pour lesquelles Mathieu Jean, à chaque fois, il vient allumer la comédie depuis déjà 2015 à nos jours. La première raison sur 3, c'est le pacte qui est bien expliqué, parce que le coup d'État, il y a la branche familiale de Edith Lucie qui avait eu l'argent de Bongo, ou de Omar Bongo, qui avait financé le coup d'État. Et puis, c'est elle qui, voilà. Après, il y a la branche politique qui était dirigée par les Machandjan et la branche militaire avec le Joba, les non-cités, les Nyagabola et tout compagnie. Et donc, ils avaient signé un pacte de faire une transition de 97 à 2002. Et puis, de 2002 jusqu'à 2016, deux septennats, qui à partir de 2016, le pouvoir devait aller soit du côté de la branche politique et ou militaire. Mais or, on arrive en 2015, ça se trouve que les choses changent de constitution. Et là, tout a chamboulé. Et donc là, mais pendant ce temps, entre 2002 et 2015, Mathieu Ndjo jouait sa comédie. Il savait bien que je suis tranquille, j'attends 2015-16, je vais être président du Congo. Mais sauf qu'il ne savait pas que Sassou Nguesso va les rouler dans la farine. Mais quoi qu'il a laissé en vie, hein, il aurait pu l'éliminer comme il a éliminé les autres. Donc ils avaient un pacte, voilà. Et donc voilà la première raison là. Donc Mathieu Ndjo et depuis, pour cette raison sur toi, pour qu'il sorte comme ça, parce que le pacte là, oui, ça, voilà, il n'a pas digéré, jusqu'au jour, il n'a pas digéré ce que Sassou Nguesso l'a roulé dans la farine depuis ces choses-là, depuis le coup d'État. Parce que c'est lui, il pensait qu'il allait prendre le pouvoir, lui donner le pouvoir en 2016. Mais là, il a roulé dans la farine et depuis là, il s'acharne. Mais quoique, Sassou Nguesso est encore en vie, en liberté surveillée, certes, mais voilà, c'est pas mal, voilà. C'est que beaucoup d'opposants dissidents n'ont pas eu la chance. Ok, très bien. La deuxième raison sur 3 pour laquelle Mathieu Ndjo vient chaque fois chercher à jouer le jeu de Sassou Nguesso, le double jeu et tout compagnie, et pour chaque fois, parce que c'est la peur la peur de payer la rançon de ses crimes. Parce que je l'ai constaté, moi, Mathieu Ndjo, je ne te dis pas, hein, parce que vous, la critique, la réflexion, la pensée et autres, vous voyez ça comme un ennemi. Je ne suis pas un ennemi de Mathieu Ndjo ni de quoi que ce soit. Moi, en 2010 et autres, ouais, je pensais que bon, ce sont des gars du Nord, des anciens et autres. Quand j'ai vu ce que les gars du Sud, là, tu tapaient sur toi, ah ben, je dis, ah non, 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 c'est comme ça. Non, tu ne vas pas diriger un pays comme ça. Hein. Et donc là, il y a au niveau du pool, et majoritairement dans le Nibolek, mon Dieu, ah non, c'est chaud contre toi. D'ailleurs, les présidentielles de Sassou de 2021, vous n'êtes pas allé dans le sud. Mais pourquoi? Donc vous le savez. Les présidentielles de 2021, même s'il y a eu 95% des Congolais qui sont pas allés voter, mais sur les quelques minorités qui sont allées voter, sur les 5% ou 10% qui sont allés voter, mais dans le sud de Brazzaville, à Pointe-Noire, où se concentrent 2 tiers de la population, 2 tiers de la diaspora et autres n'ont pas voté vous. Hein. Non, non, pas du tout. Et pourtant, vous venez toujours parler dans les médias, parler dans les villes. Et les autres, ils vous surveillent, ils vous voient. Mais je dis que la colère est contre vous énorme. Je connais ces réseaux-là. Je connais. J'ai été dans les assises nationales du Congo. C'est que des réseaux sudistes. J'ai été à la fac, j'ai dirigé la fac là-bas. Hein. Et mouvement de jeunesse étudiantine et tout compagnie. Tous ces sudistes-là sont là. Bakongo, c'était Ayatonga. Dans les années 80. Oui, j'ai contrôlé. Oui, Ayatonga, mais même là-bas, hein, même là-bas, très bien. Hein. Il dit oui, mais quand beaucoup sont venus, après le coup d'État, il dit là, Ayatonga n'est pas parti là-bas, tout et tout. Il dit, ah, tiens, il reste le même, quoi. Oui, ça ne change pas un homme. Un homme, ça vieillit. Et donc, j'ai mes convictions. Donc là-bas, quand je te dis la température qui règne contre Mathieu Ndjo, tu portes la loi du karma. Et que beaucoup en parlent dans les réseaux, tu sais. Mais moi qui n'ai même pas été au pouvoir de quoi que ce soit, même moi j'ai peur de la paix Sassou Nguesso. Mais combien de fois vous qui avez les comptes à rendre. Donc il faut comprendre les intellectuels, éveiller les consciences, sensibiliser. Donc il serait mieux que depuis 2015, tu aurais dit, il n'y a plus tes responsabilités d'organiser soit une insurrection, et où un coup d'état militaire salutaire, on les dépose. Mais comment tu veux jouer au président truc apaisé parce que tu as la peur de cette raison-là?
La deuxième raison sur toi, tu as la peur de Bakongo parce que tu portes le sang de Bakongo, parce qu'on dit que tu étais l'argentier, le financier et autres. Ce qu'il a, de toutes les dettes qu'il a dans beaucoup de vidéos. Et je suis là pour rappeler. Mais quoique, on peut toujours changer de paradis ou compenser, jouer la jurisprudence, je ne sais pas comment les termes comme ça. Tu aurais pu déjà organiser un coup d'État avec les gars là, ou une insurrection, pour leur dire, voilà, il a compensé, on libère le peuple et on rentre dans une transition, comme tu l'appelles, non conflictuelle et apaisée. Mais là, rien du tout. Donc tu joues le jeu de Sassou Nguesso, c'est que les gars, ils sont stratégiques, hein, les Bakongola, ils sont stratégiques, ils sont intelligents. Hein. Donc ils savent bien que bon, ben, tu suis toujours, on écoute ce que tu dis. Et demain, ça va être balancé contre toi. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Donc arrêtez de jouer à cette comédie-là. Parce qu'on aurait pu prendre les responsabilités. Si on aime ce pays, en 2015, vous auriez tous les moyens d'être dans la rue. Et allez, vous avez faussé 2015. 2016, Mokoko prend le pouvoir. Et pourtant, le consensus est là. La dynamique au nord. Historiquement, le nord, où les Congolais retiendront que historiquement, là où il y a eu un mouvement de la population pour aller voter Mokoko, dans le sud Congo, il y a eu une dynamique énorme. Donc c'est par rapport au passé, malgré les erreurs des uns et des autres, les intrusions France-Afrique et tout. Mais il a résisté, il est passé dans les petites erreurs, il a fait des erreurs. Mais par rapport à ce que vous avez fait, non, c'est pas possible. Donc il faut comprendre ça, vous n'avez pas accompagné le consensus. Ou la haute, non, vous allez laisser au commissariat Mokoko, et là-bas, crever là-bas, on attend que tu sortez comme un caméléon haut, on attend que peut-être ce sera votre tour. Non, ça ne marchera pas, sauf un coup d'État, mais coup d'État, vous ne pouvez pas faire le Bangangolo ne contrôle pas tous les pays. Hein. Donc vous imaginez, donc il faut écouter les intellectuels. La troisième et la dernière raison pour laquelle, comment on appelle, Mathias Didion doit prendre ses responsabilités, de ne plus jouer à la comédie. Cette troisième raison sur toi est France Afrique, surtout réseau formationnel. Vous avez les formations. Vous avez, c'est ça. Quoi que les formations, ils ont allé chercher sur Kemba, non, je au Kemba, ils naviguent passé par là, ils analysent tous les indicateurs. Hein. Ils savent bien qu'on a fait du mal dans ce pays depuis 1997 et que le clan Sassou Nguesso est divisé et qu'il n'y a pas de consensus humain dans le clan, au regard de l'opinion nationale, et que non, le dérèglement politique et militaire est total dans le nord et la Kivette. Et le Nord n'est plus uni et que tous ces gens-là sont des grillés, des pourris, on ne veut plus d'eux, donc il n'y a pas de ça, vous venez faire quoi? Donc si vous voulez passer par la force, passez par la force, à ce moment-là, bon, on va voir. Hein. Voilà. Mais si c'est pour une élection autre, nous ne passerons pas. Même une transition, on ne vous donnera pas cette transition à Machan John, certainement pas. Donc, les France Afrique, les réseaux formationnels qui vous accompagnent, mais attends, il y en a plein, hein. Vous avez dans la diaspora et dans l'opposition, dans le pouvoir, les dissidents et tout ça, ils ont des réseaux formationnels qui vous embrouillent là-bas, je crois qu'ils vont vous laisser, voilà. Voilà pour l'essentiel des raisons pour lesquelles la transition non conflictuelle et ou apaisée, mot de Mathias Jean, n'est pas viable. Non, certainement pas. Donc, il perd son temps. Alors, qui peut s'attendre du jeu, du double jeu et du chantage de Mathias Jean qui commence à dire que bon, s'il n'y a pas de transition et autres, il risque d'avoir des points. Le Congo a tout perdu, le peuple a tout perdu. Hein. S'il y a chaos, ce n'est pas le peuple qui va perdre cette fois-ci, c'est vous qui allez perdre. Puisque depuis Bétou là-bas, chez les Likwala que vous avez roulé dans la farine dans un coup d'État, et ça a cessé de tuer les 10 filles de Likwala, ils ne sont plus avec vous. Hein. Ils ne vont même pas venir avec les Mathias Jean et tout ça, non. Comme il faut au sud. Donc là, maintenant il faut voir vos perspectives, parce que vous avez fait des sondages autres. Qu'est-ce qui se cache derrière ces sondages-là? Qui vous l'a dit, transition politique apaisée, et point. Non, ça c'est du sondage. Je pense que ce sondage-là a plusieurs cibles ou perspectives. D'abord, les cibles. Les cibles, ce sont les sudistes qui disent, bon, écoutez, point, donc, ça marche pas, hein, ça marche pas. La deuxième cible, ce sont des nordistes qui, voilà, on peut faire une transition apaisée, je peux être... Non, c'est pas bon. Nous, là, il n'y a plus de consensus. Il n'y a plus de consensus. Et troisièmement, c'est la France-Afrique, la cible, pour dire, ah, venez, aidez-moi, parce que moi, je suis franc-maçon, je suis j'ai été... Non, c'est pas l'espérance politique, ça n'a rien à voir. Alors, quelles perspectives? Les perspectives que je vois, que Mathias Jean veut faire déjà, c'est déjà régler ses comptes avec Sassou Nguesso de 2021.
et entrer là-bas. Ouais. Deuxième perspective, c'est l'OPA, Office public d'achat. Donc il veut rouler les gens de la forêt, laisser peut-être Moko comme ça mourir. Et lui, il pense déjà être président de transition ou premier ministre de transition avec Sassou Nguesso. Son but premier, c'est être premier ministre de Sassou Nguesso. À défaut d'être président de transition, on le sait. On fait la troisième perspective sur trois. Bon, c'est surtout ce qui il va se passer. Et que machin Josh est l'homme du passé. Ça, c'est sûr et certain. Vous n'avez pas de mal à manœuvre. Vous n'avez pas de. Voilà. Vous avez prouvé déjà par ce qui s'est passé en 97 à nos jours et ce qui s'est passé en 2021. C'est vraiment, on vous a réduit au silence. Donc, cessez pas à jouer ça. Ça énerve. Bah, Congo, bah, au silicate. Au silicate. Donc, bah, il faut se calmer, aller, voilà, voir ce qui va arriver. Hein. Donc, n'arrêtez pas d'embrouiller les gens. Voilà ce qui peut arriver. Si vous voulez qu'on veut avancer ce pays, on vous l'a dit. J'en ai parlé à qui? J'en ai parlé à trois individus qui sont très importants, qui ont été dans les... Il y a, bon, il y a un ancien ministre de la transition qui j'en ai parlé, qui ne veut pas que je donne son nom, mais il est tout à fait d'accord de mes positions. Un ancien ministre de la transition de 1990, je suis ça sur ça, c'est du vrai. Bon, au départ, il y avait Jean-Luc Malika, vous connaissez, j'en ai parlé plusieurs. Vous dites, c'était d'accord, on est ensemble sur ça, voilà, c'est ça là-bas. Et puis, il avait le vieux William Ota, vous le savez très bien, qui disait aussi, oui, c'est vrai, il faut aller dans cette... Voilà. Bon, écoutez, donc pour la prestation aujourd'hui, parce que toute dictature a durée de vie limitée. De gré ou de force, ça soit parti. Même tous les êtres vivants sont mortels, ils mourront. Mais nous, la hantise, le karma et tout ça, que ça se passe sans être humilié ni jugé au regard des crimes qu'il a commis dans ce pays. Donc le défi permanent, comme je parlais de l'histoire de la Première Guerre mondiale. Donc il y a des gens, en fonction de la psychanalyse, de la situation, du contexte et des enjeux, demain, ils peuvent se transformer en sachant quelque chose pour fracasser les uns des autres comme ça. Hein. Donc on ne sait pas, c'est ça le danger. Et donc c'est ça qu'il faut réparer ça maintenant. Comment pour réparer ça? Et donc c'est pour cela que j'ai dit, il faut d'abord qu'on mette tous les moyens qui s'assoient dégagent sans condition, qui s'assoient par la rue et ou un coup d'état militaire salutaire. Ce n'est pas par les élections. Il peut continuer à tricher les élections en fonction de la situation haute. Il va voter d'abord. Ce n'est que les survivants, il faut qu'ils écoutent nous pour transmettre, parce que les vidéos là sont dans la transmission. Et donc là, il faut que ça soit dégage sans condition. Et là, nous sommes en train de mettre des pressions et aussi les rapports de force qui sont en cours, en tenant compte des enjeux déjà France-Afrique à l'échelle continentale et de toute cette organisation géopolitique et géostratégique entre l'Occident collectif et le Sud global, où Donald Trump vient d'arriver et nous mettons les pressions aussi là-bas, mais également la force Afrique qui se dit attends, Sassou Nguesso ne va plus là parce qu'il y a deux élections majeures qui vont se passer, situation majeure qui va se passer en Afrique francophone, dont le Cameroun en 2025 et la Côte d'Ivoire aussi. Et donc avec tous ces bouleversements, Sassou ne sortira pas. Donc nous continuons à mettre les pressions. Maintenant, quel sera là-bas? Donc dès que Sassou dégage sans condition, nous devons rentrer dans une transition civile et militaire. Avec l'idée dans la tête que nous, les nordistes, on a fait du mal. Par appartenance au lycée, on a fait du mal. Il faut mettre des moyens pour corriger ça, pour laisser à nos enfants, petits-enfants, originaires du Nord, que, ah tiens, vous avez vos compatriotes du Sud, réparons quelque chose comme ça. On cherche dans la tête, c'est ça que je cherche dans la tête, que non, il faut laisser que, voilà, on a fait quelque chose. Pourquoi mon coco a été voté dans le Sud? C'est parce que le passé, le président Collignon, 1991. Ça pouvait même être Boukabaya Ngouma, hein, même s'il était en vie et autres, parce que ces gens retiennent. Voilà, le peuple a la mémoire langue, la longue mémoire. Donc vous, non. Donc Sassou Nguesso dégage, après on rentre dans une transition politique, citoyenne, civile et militaire. Les militaires doivent rentrer dans ce pouvoir, comme les civils et autres, ensemble, pour mettre en place ce qu'on appelle la révolution du droit. La révolution du droit. Pas de lavement de mains, pas de bongi, pas de... Non, la révolution du droit. On doit d'abord faire des droits. Qui dit droit? À parler de droit, à partir de la Constitution de 1992, faire du droit, par rapport à ça.
Et pendant ce temps, on va mettre en place les instances de la transition, comme ça s'est passé. Président de la transition, Premier ministre, gouvernement de transition, Assemblée constituante, et le Haut Conseil de transition, et nommer tous ceux qui concernent l'État, les institutions, les administrations, les diplomates et ambassades, consuls, tout est maintenant, l'État est là. Très bien, tout le monde a été, voilà. Donc c'est pour cela que s'ils tombent là, on fait une petite conférence nationale, on clôt, et les invités vont pour partager les postes et missions. Parmi ces missions-là, il y aura une feuille de route. Je vais sélectionner 10 priorités. Mais je vais vous donner seulement 5. Parce que les autres sont un peu... Ça, c'est le socle, hein, le socle. Mais les 5 autres, on pourra les travailler ensemble dans une forme de conférence nationale. Pas bis, mais c'est quelque chose qui va être passé en clos. Comme un genre de bogie. On va se charger pour donner les règles de nomination, de postes, de fonctions et autres compagnies pour la transition, qui doit durer 3 à 5 ans. Parce qu'on ne va pas se précipiter comme ce fut 91, 92, vite. Les gens attendaient le pouvoir. Après, on s'est fracassé. On gère des situations complexes où un pays a été foutu en l'air, où les mentalités, habitudes de comportement, voilà, il y a des dettes sociales, les dettes mentales, les dettes psychologiques, les dettes ethniques, géopolitiques, autres. Donc on ne va pas aller vite comme ça. Non, ça ne sert à rien. Donc prenons du temps. Et ce temps-là, il faut une durée. Pour les gens qui veulent précipiter, ça sera 3 ans. Puisqu'on va là, on va faire le tiers de ça. Le 2 tiers. On peut faire les 2 tiers de ce qu'on propose. On va 3 ans, puisque les gens veulent aller au président. Tu vas arriver au président, tu vas avec qui? Tu vas avec quoi? Ok, là, on est ensemble. Et vous ne voulez pas être ensemble, vous voulez avoir les fonctions comme c'était en 1992-97. Bon, on voit ce que ça aboutit. Donc, il faut aller doucement, mollo. Et ça, je vous dis, défunt Premier ministre et défunt ministre de l'économie et des finances, je lui ai dit, ah oui, Isidore, tu as raison, ça. C'est souvent, on négocie les contrats et tout compagnie dans la précipitation. Parce qu'on a vu des récits, parce qu'on pensait aux élections, on dit on va réussir. Mais après, Milongo a été vomi par le peuple. Après, alors qu'il a fait le bon boulot, il avait eu 10%, non, 10% comme ça. C'est minable, le peuple là, ingrat. Alors que si on avait continué avec lui, peut-être, voilà, vous savez. Et donc, parmi ces 10 priorités, je vais en citer 5. La première priorité sur 5 que j'ai sélectionnées, il y en a 10, mais j'ai sélectionné seulement 5. La première sur 5, ce sont des états généraux de la nation et les audits de l'État. Donc, concernant nos ressources naturelles, pétrole, bois, concessions, tout, qui jette, qui. Et donc, l'enjeu est d'assainir le climat des affaires et rétablir l'autorité de l'État. C'est ça, le premier enjeu là. Donc, pendant ce temps-là, les États généraux de la nation et le... Donc, les gens vont bosser pendant 3 ans. Ils vont aller sur les terrains, établir les normes de synthèse et tout compagnie. Donner ça au gouvernement de transition, en fonction des ministères. Voilà, applicable. L'ordre est donné. Donc, ils vont bosser là-bas. Ce n'est plus aller à la conférence nationale parler pendant 3 mois, au lieu d'être sur le terrain, aller faire toi dedans, l'ordre de parler, écrire des trucs. Non, aller maintenant sur le terrain. La concession de l'orpaillage, là, ça appartient à qui? La concession, les concessions forestières, là. Et tout. Du secteur primaire au secteur secondaire et tertiaire. Donc, on doit voir ça. Les administrations, les étudiants, les marchés de l'État et tout compagnie, on doit encourager les étrangers, les partenaires qui sont là pour apporter la valeur ajoutée. On va voir au niveau du trésor public, combien ils versent là-bas, combien... Donc, tout est à réchambler pour dégager les ressources internes, pour qu'ils déjà payent les arrières des dettes sociales, comme certains salaires, pensions, retraites et autres. Parmi, voilà. Donc, vous savez que la consommation intérieure fait partie des indicateurs macroéconomiques. Donc, pour le taux de croissance, il faut déjà la consommation intérieure. Elle doit passer par, déjà par les salaires, pensions, retraites, qui est le dynamisme, la dette, tout quoi. Il faut que l'activité reprenne. Alors, les gens ont les sous et ça marche. Donc, il faut dégager les ressources internes. Donc, ça va commencer par les États généraux de la nation et l'audit de l'État. Et tous les ministères seront impliqués puisqu'ils vont donner coup de main à ces hauts commissariats
des états généraux de la nation qui vont faire des notes, des synthèses, de tout. Ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir judiciaire, ils ont le pouvoir policier, ils ont le pouvoir d'incarcération quand ils viennent dans une entreprise. Voilà comment ça se passe. S'ils ne tempèrent pas, ils ont donné des dissoutes. Donc, ils ont des pouvoirs énormes. Donc, il faut établir ça dans la feuille de route qu'on va faire. Donc voilà pour la première priorité. Et la deuxième priorité, sur 5 que j'ai sélectionnées, ce sont tout simplement les commissions vérité, réconciliation, réparation, comme c'est passé en Afrique du Sud. Vous ne pouvez pas penser de l'après Sassou Nguesso ou de l'avenir sans traiter ce qui s'est passé du coup d'État jusqu'à nos jours. Et même depuis les assassinats du commandant président Mangouabé Toukou. Il faut en parler là pour arriver aux journées des mémoires et à la transmission et autres, valoriser les dignes fils qui sont battus pour nous, décoration et tout compagnie. Et ça encourage, ça donne la motivation parce qu'il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen, ni de dépassement de choix, sans un rêve commun, des lendemains à construire et de futurs à édifier. Et c'est pour cela que nous devons mettre cette dynamique à tiens, je suis congolais, je suis chez moi, je ne suis plus étranger dans mon pays. Et les Ayatonga, les Roland Nito, les Mafumba, les Gaz Luemba, les Pompopri sont là. Donc là, on pense que voilà, ça va être vraiment, on est maintenant sûr. Donc c'est comme une maison qui est protégée, ou comme un corps qui est protégé par les anticorps. Vous voyez, les 10 fils du pays sont là. Et on se dit, ah ouais, tiens, c'est bon. Donc la mémoire là. Donc, la deuxième priorité sur 5 là, celui qui sera à ce poste là, c'est un haut commissaire qui va gérer toute une administration de comité vérité réconciliation avec les fonds et tout ça pour préparer la mémoire, les journées des mémoires et tout. Donc il va avoir des partenaires pour, comme c'est passé en Afrique du Sud, ou même on peut même voir au Rwanda, hein, passer pour avoir les idées, parce que l'intelligence, il n'y a pas de... Donc on demandait qu'est-ce qui s'est passé, comment les autres ont fait pour la dynamique d'une nation nouvelle. Troisième priorité sur 5, c'est surtout les problèmes rwandais. Parce que le problème rwandais n'est que la conséquence de ce qui s'est passé en 1997, puisqu'il y a des Ougandais, des Angolais, les Rwandais, les étrangers qui ont pris en otage nos pays, ils ont signé des accords, papa. Donc c'est toute une dynamique là, où ça va se mêler la diplomatie, les services secrets de notre pays, et tous les partenaires, tout ça pour régler cette affaire-là. Okay? La quatrième priorité sur 5 et qu'il faut voir, c'est les institutions nouvelles. Donc nous devons voir comment repenser 3 régions semi-autonomes, Congo, Teke, Ngala. Et avec ce modèle qui sont passés en Suisse ou en Allemagne. Mais l'enjeu est qu'il n'y ait pas de vérité de type sécessionniste comme c'est les Catalans et ou ailleurs écossais et autres. Mais il faut que voilà la répartition des compétences, l'armée, les renseignements intérêts extérieurs sera aux mains de l'État fédéral. Et les gros programmes d'éducation, de justice, de la sécurité, tout seront là. Donc il faut trouver les moyens comment alimenter l'État de finances pour protéger les territoires et le peuple. Mais à l'intérieur de ces régions semi-autonomes, chacun est libre comme des demi-États qui vont avoir des pouvoirs énormes au niveau économique, culturel, au niveau de l'environnement, écologie, de la diversification. Donc toutes ces politiques, il faut retravailler ça. C'est quelque chose qu'il faut faire et remodeler au fur et à mesure. Donc il faudra répondre, il faut une période qu'on va réfléchir ensemble. Donc c'est ça. Mais vous ne pouvez pas aller comme ça. Après les juristes, les constitutionnalistes viendront faire ça parce qu'on va commencer déjà par les ressourcements généraux de la population, comment on appelle, les découpages des territoires, il y a tous les boulots là. Donc prenons du temps, on va répondre à une histoire nouvelle. Et puis, surtout, la cinquième et la dernière priorité que je vous ai parlé, c'est la France-Afrique, au regard du contexte. Puisque nous ne pouvons pas sortir de la France-Afrique comme ça, comme on veut, non, il y a tout un processus. Donc le processus là doit tenir compte déjà de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, et des rapports de France que nous allons établir avec la France-Afrique, ou les partenariats, ou tout ce qui s'est chamblé, ça ne va pas aller comme l'Issouba est allé rentrer dans la guerre de la France-Afrique comme ça, bon, on l'a fracassé. Donc il faut aller techniquement au regard des rapports de force et des enjeux qui sont là, que nous, avec la France-Afrique, et comme ça, on va pas à pas, et par rapport à ça. Mais s'il n'y a pas ça, bon, nous avons la possibilité d'organiser un référendum. Si ça ne marche pas, nous avons le droit d'organiser un référendum national de sortir des 11 accords. Ça, c'est sûr et certain. Mais au début, on va d'abord commencer par trouver les moyens
Voilà les 5 que j'ai choisis sur les 10 qui restent. Bon, je ne veux pas aller loin. Likez, partagez et soutenez la résistance. Machin, je ne suis pas contre vous. Hein. Donc moi, on n'a jamais eu d'embrouille entre toi et moi. Mais sauf que je suis là pour alerter les Congolais et autres parce que je suis là dans les cas d'intérêt général. Donc vous avez fait votre vie. Hein. Donc voilà, donc laissez les jeunes, les générations actuelles, vous n'avez pas pris les responsabilités de virer cette solution que vous avez ramené au pouvoir et vous continuez à jouer avec ce jeu-là. Demain, petit, il va vous-même vous tuer et vous parlez que le Congo est devenu une prison à ciel ouvert. Qui l'a ramené? C'est vous, non? Avec ce jour. Donc arrêtez. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga.